Bien, écoutez, merci à tous et à toutes d'être là. C'est le premier webinaire que le site de Poitiers de l'ERENA organise au terme de plus d'un an de pandémie. Nous avons choisi d'évoquer d'abord les EHPAD, sachant que, bien entendu, ce sera une histoire en plusieurs actes. Je remercie Madame Quéré, directrice d'EHPAD, et le docteur Denis Marcel Venot, qui est médecin coordonnateur dans le même EHPAD que dirige Madame Quéré, de nous faire part tout simplement d'abord de leur vécu. En effet, les espaces éthiques sont d'abord faits non pour une éthique des hauteurs, mais pour une éthique du terrain. Et c'est à travers la concrétude des situations vécues que nous pourrons peut-être avec le temps et en plusieurs binaires essayer de remonter à des interrogations plus fondamentales. Mais c'est toujours dangereux de les faire sur des bases uniquement théoriques. Alors, le docteur Denis Marcel Venot a créé, il y a un certain nombre d'années, dans un petit hôpital du Poitou-Charentes, un comité d'éthique regroupant plusieurs établissements. Il est ensuite devenu, depuis quelques mois, médecin coordonnateur après une longue expérience de la gériatrie et des soins palliatifs. Sa rencontre avec Madame Quéré a été évidemment une rencontre de travail et de collaboration. Et c'est pour cette raison que c'est par ce témoignage que nous avons souhaité commencer cette série de webinaires. Alors bien sûr, ne nous méprenons pas, nous sommes déjà dans le récit. Ces événements dont nous allons parler ont été vécus et les témoignages que nous allons essayer d'écouter de webinaire en webinaire vont être évidemment des témoignages déjà d'un passé, d'un récit. Et ce récit dépend beaucoup de ceux qui les énoncent. Paul Ricoeur en avait bien parlé, tout récit suppose une mise en intrigue, une reconstruction obligatoire. Imaginons la bataille de Waterloo racontée par les Anglais et les Français, ou Austerlitz par les Autrichiens et les Français, nous aurions des versions tout à fait différentes. Ceci veut dire que l'éthique, elle doit accepter ce débat. Il ne s'agit pas de se laisser atteindre ou toucher par ce qui a été dit, mais plutôt d'essayer d'avoir la distance nécessaire pour recueillir ces différents témoignages. Ce que je voulais simplement dire en introduction, je ne m'y étendrai pas, c'est que d'abord, la pandémie a créé un effet loupe sur des problématiques éthiques extrêmement anciennes, et on peut consulter des documents de l'ANAES de 2004, de l'ANES de 2008, et qui sont d'une étonnante actualité. Moi, je remercie beaucoup les rédacteurs de cette époque qui hélas, peut-être n'ont pas été assez entendus quand ils ont dit que, évidemment, l'immense problématique aujourd'hui de nos aînés institutionnalisés, c'est l'équilibre à avoir, l'équilibre difficile entre le bien collectif et les libertés individuelles. Et que c'est un problème de fond qui est aujourd'hui posé à notre société, qui ne peut pas avoir des citoyens de seconde zone avec des droits réduits, ou alors il faut qu'elle le dise. Donc nous avons là une réflexion profonde qui a été entamée il y a bien longtemps, mais dont, hélas, nous ne sommes pas saisis au profit peut-être d'éléments plus artificiels. Je n'en dirai pas plus pour... Bien, merci de nous avoir proposé de participer à cette webinaire. Donc, je suis Nadine Guéret, directrice de la résidence Pasteur.
Alors, excusez-moi, Madame Quéré, on a un écho. Oui, il faut couper tous les micros et activer que celui de Madame Quéré et de Monsieur Denis Marcel Venos. Oui, coupez tous les micros et les caméras, si c'est possible, merci. Et je vous laisse réessayer. Ok. Donc, merci à vous de nous avoir invités à participer à ce webinaire. Donc, je suis Nadine Quéré, directrice de la résidence Pasteur depuis 2 ans bientôt. J'ai effectivement le plaisir de pouvoir travailler avec Denis, donc médecin coordonnateur depuis cet été, où effectivement on a pu très rapidement trouver des centres de préoccupation communes. Alors, la Covid, elle est intervenue chez nous alors que quelques mois après mon embauche, alors que je travaillais sur des préoccupations autour de comment rendre de l'autonomie, de la liberté aux personnes qui habitent à la résidence, tout d'un coup, on a commencé à avoir un peu frissonné, on va dire, avec ce phénomène qui commençait à rôder en décembre, dès janvier, février, ça a commencé déjà à devenir très compliqué. Et il a fallu là organiser, je dirais, comment protéger avec un travail autour du matériel, des EPI, ne pas tomber en manque de matériel, pouvoir faire face à cet inconnu. Donc on a commencé effectivement par cette première étape qui était de dire il faut protéger nos équipes et pas être victime ou succomber au manque de matériel pour se protéger. Là encore, ça restait à peu près, je dirais, un peu quelque chose de malgré tout de lointain. Bon, on sentait une cellule de crise se poser, mais bon, on se préparait à faire face à l'inconnu, à quelque chose. Ensuite, il y a eu là toute une phase où on a organisé des mesures barrières, ces fameuses mesures barrières, où il a fallu dire aux familles, faut pas faire ci, il faut faire comme ça, parce que la vie de vos parents est en danger. Et à ce moment-là, je me suis, moi, prise de peur, directrice d'EHPAD, à me dire la responsabilité du directeur est là complètement engagée sur faut protéger les personnes qui habitent cette résidence, faut absolument les sauver de la Covid. Je me suis vraiment mis une énorme pression sur ce sujet et je dirais que cette peur, cette pression, elle m'a guidée pendant des mois. Elle m'a également épuisée, clairement, hein. Et au-delà de ça, ça a été aussi de dire à un moment donné aux familles, vous ne rentrez plus voir vos parents dans la résidence, c'est trop dangereux. Il a fallu communiquer, expliquer. Et là, c'était vraiment complètement l'inverse du travail que je faisais au quotidien. C'était tous les jours se dire, je suis en train de faire des choses qui ne sont pas celles pour lesquelles j'ai choisi de faire ce métier. Qui je suis pour dire vous n'avez pas le droit, qui je suis pour guider comme ça, poser des interdits aussi forts et entravants dans la vie quotidienne des personnes. Alors évidemment, il y avait des mesures gouvernementales, nationales, il y avait toujours la pression de la vie, maintenir la vie. C'était un petit peu coûte que coûte, hein, contre l'aspect social, contre la relation, déjà sauver des vies. Quand on a mis en place à l'aveugle, hein, quand même, parce qu'on ne savait vraiment pas où on allait, des mesures hâtives. Tous les jours, je réunissais l'équipe, une demi-heure, 3/4 d'heure, pour échanger avec elle, pour expliquer ce qu'on faisait, pour partager, se poser des questions ensemble. J'ai repoussé le plus possible la fermeture de l'EHPAD parce que pour moi, c'était vraiment une décision extrêmement difficile, qui n'était pas
voilà, vraiment très très compliqué de dire à tout le monde, là on s'enferme. On s'enferme, nous, dans notre métier, avec le couvre-feu. On va au travail, on rentre à la maison, surtout on côtoie un minimum et on se protège au maximum pour pas faire rentrer dans la résidence cette Covid. C'était aussi à un moment donné de dire aux équipes comment vous vivez ça, comment ça se passe pour vous, pour votre famille, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que on puisse vivre le moins pire possible cette situation horrible. On a eu beaucoup de discussions sur jusqu'où c'est supportable, comment on peut vivre ça, comment on dépasse nos peurs entre nous, comment on est toujours présent, engagé dans notre métier, et quand même au sacrifice, en partie en tous les cas, de notre vie privée, parce que on a été tous ici, en tous les cas, extrêmement prudents au quotidien pour ne pas être le porteur de la Covid dans la résidence. On a aussi eu des petits moments solidaires ensemble, en équipe, où on a fait des goûters, où on a fait des choses plutôt sympathiques. On a pu avoir un accompagnement, je dois dire quand même, très, très soutenu de la part du groupe, hein, qui était vraiment présent, et qui est encore d'ailleurs présent, très présent tout au long de cette période, où à un moment donné, il fallait gérer entre la consigne nationale et la consigne groupe, et puis la réalité terrain dans la résidence, comment on fait, comment on adapte, comment on ajuste tout ça. On a questionné en permanence les décisions prises, tant au niveau national qu'au niveau du groupe, pour être protecteur sans être trop dictateur, si je peux le poser comme ça. Fonctionnement cellule de crise, échange quotidien avec les équipes, proposition pour les salariés de pouvoir bénéficier d'un soutien psychologique, renfort du personnel, des équipes, plus de temps de personnes autour de l'entretien des locaux pour désinfecter, plus de temps de soins, donc on a augmenté le temps infirmier, on a mis en poste une personne à temps plein sur une psychologue à temps plein. On a pu donc apaiser un petit peu le stress des équipes en se mettant en renfort avec, voilà, se dire, bon, on stresse, mais on surcharge pas le travail. On a plus de choses à faire, mais on le répartit autrement. Les moments conviviaux étaient devenus aussi plus difficiles, hein, pendant toute la période, et encore aujourd'hui, hein, on ne déjeune plus ensemble, ou alors avec une grande distanciation, donc c'est pas simple. Et puis, il y a eu un moment donné où c'est devenu totalement insupportable de dire les résidents n'ont plus de lien sauf par des Skype, des téléphones. On faisait effectivement de l'animation dans les couloirs pour essayer de donner de la vie, pour essayer de donner de l'entrain. Mais ce qui est ressorti quand même, c'est que les résidents, à un moment donné, ils ont perdu l'appétit. Ils ont maigri. L'ambiance était devenue triste, fade. Et à ce moment-là, ensemble, en équipe, on s'est dit, là, c'est pas possible, il faut qu'on trouve une solution absolument pour que les résidents puissent renouer du contact avec leurs proches, les voir physiquement, tout en se protégeant. Donc on a commencé ça. Là, on est en fin mars à peu près, hein, il y a maintenant un an. On disait, on va trouver des moyens pour organiser des visites sans mettre en danger le résident. On a donc réorganisé via un salon intérieur-extérieur. Il faisait encore bon, on pouvait se permettre d'échanger. On mettait des téléphones à disposition pour pouvoir discuter. Ça a redonné un petit peu de la vie, ça a redonné un petit peu de plaisir, pas beaucoup d'appétit. Donc on n'était pas encore suffisamment dans quelque chose qui pouvait rééquilibrer la protection sanitaire et le lien social. Il fallait encore avancer. À ce moment-là, on a autorisé, alors peut-être contre toute mesure officielle, mais en tous les cas, nous, on s'est dit, on va faire des petits salons et on va permettre à quelques personnes de redéjeuner ensemble. Donc par table de 3-4 personnes, les résidents sont sortis, ont pu commencer
à rediscuter un petit peu, à se revoir. Bon, ça a redonné un petit peu de vie dans la résidence. Ça nous a aussi peut-être apaisé un petit peu et redonné nous aussi un peu de gaieté dans notre travail. Et puis, les choses faisant, on a pu faire des tests pour tous les résidents, se rassurer que la Covid n'était pas rentrée dans l'établissement, que tout le monde, au niveau de la Covid, en tous les cas, se portait bien. Euh, donc, mais seulement mi-avril, hein, donc vraiment longtemps après, on a pu réorganiser des repas en salle à manger. Et ça, mais le premier repas en salle à manger, c'était la Renaissance. C'était les résidents se retrouver, sortaient de leur chambre, aller déjeuner ensemble. Quelque chose qui semble totalement banal était devenu quelque chose d'extraordinaire, vraiment. Quel moment de bonheur quand on a à nouveau eu de la vie dans les salons, au rez-de-chaussée. Les discussions, la joie des résidents. L'appétit est revenu et ça nous a fait vraiment, vraiment du bien. Mais quand même, tout le temps porté par la crainte de ce Covid qui pouvait rentrer, la méconnaissance la méconnaissance comment dire, de sa propagation. Est-ce qu'on a bien fait de faire ça? Est-ce qu'on a mal fait de faire ça? Comment on va faire demain pour redonner des possibles? Redonner des possibles. Moi, j'ai vécu au quotidien quelque chose qui me disait, c'est en aucun cas j'ai choisi ce métier pour faire ça. En permanence, j'étais dans ce refus d'interdire. Vraiment, qui sommes-nous pour interdire quoi? Alors, effectivement, on est dans une situation pandémique extraordinaire, mais quand même, cette question, elle est en permanence en moi. Euh, Qui je suis pour interdire? Bon, directrice d'EHPAD, alors ça pèse lourd à un moment donné, hein. Et puis ensuite, alors on va composer autrement. C'était la réflexion qu'on avait tout le temps. C'est qu'est-ce qu'on amène pour redonner sens à la vie des personnes âgées dans l'EHPAD. Et là, effectivement, on a réouvert des promenades, on a pu ressortir un peu, donc revoir sa famille. Alors toujours à distance, évidemment, pas de contact. Dans certains cas, c'est extrêmement compliqué lorsque l'échange de la personne passe par le toucher. Comment on communique sans toucher? Alors, bon, le visage masqué, comment on parle alors qu'on n'entend pas sans les lèvres? Euh, Toutes ces choses-là, les réflexions sur allons-nous pouvoir permettre aux personnes de quand même être en lien avec leur famille? Comment on va ouvrir? Comment on va se redonner cette liberté, ce bonheur avec l'épée Damoclès permanente des directives nationales, des directives groupes, où il va falloir encore une fois, mettre un petit peu ses principes, mettre ses idéologies dans la poche pour pouvoir sauver, protéger des vies. Euh, à quel prix? Vraiment à quel prix, quoi. Euh, bon, aujourd'hui, je suis je dirais que heureusement qu'il y a eu à nouveau cette possibilité de réouvrir les EHPAD. J'étais depuis 15 jours à me dire je vais le faire, tant pis, je réouvre. Mais là, c'est trop. Les résidents ont vraiment, ne comprennent pas. Ils sont vaccinés ici à 93%. Et pour autant, eh ben, ils n'ont pas gagné de liberté d'échange avec leur famille. Ils ont juste eu 2 injections d'un produit. Bon, pour moi, c'était pas assez. Il était urgent de réouvrir, donc quand on a ouvert il y a bientôt 15 jours, c'est vrai que dès le matin où j'ai eu l'information, l'après-midi, c'était ouvert, les familles rentraient. Et là encore, mais c'est des choses qui semblent si simples et pourtant qui remplissent tellement de joie de voir un fils, une fille aller à la rencontre de son père, de sa mère dans la résidence. C'est des choses qui semblaient tellement anodines, qui sont devenues tellement merveilleuses qu'on se dit, mon Dieu, dans quel monde on vit aujourd'hui, quoi. Voilà. Aujourd'hui, on en est là à rechercher encore comment on va permettre de continuer, hein, parce que cette vie avec la Covid, elle est présente, elle n'est pas finie.
c'est comment on aménage l'activité sociale avec l'activité sanitaire. C'est vrai que c'est une préoccupation permanente qui je crois, n'a pas fini d'être présente dans notre quotidien. C'est vraiment un sujet qu'on partage en équipe, qu'on partage en codir aussi. Hein. C'est vraiment toujours trouver le moyen d'adapter notre manière de faire, accepter cette nouvelle configuration sanitaire pour quand même trouver des espaces de liberté. J'ai fermé les yeux bien des fois sur des situations où les couples, monsieur résident, madame à l'extérieur, et ben forcément il y avait des contacts, mais l'interdire totalement, c'était pas possible, quoi. Poser le principe d'il faut pas, ok, mais après aller vraiment regarder de près, non, j'ai bien vu des échanges affectueux qui ont pu avoir lieu et puis bah, j'ai presque envie de dire tant mieux, même si c'était dangereux. Il y avait aussi ce côté humain et qui me semblait indispensable dans ces situations-là, des couples vivant dans la résidence ou effectivement qui se retrouvaient dans l'une ou l'autre des logements, et bien pareil, qui sommes-nous pour l'interdire encore une fois, quoi, voilà. Il y a eu des choses comme ça où on a laissé faire parce qu'au bout d'un moment, c'est pas possible d'aller dans des interdits extrêmes, quoi. Voilà un petit peu ce que je pouvais partager sur mon expérience dans cette première période, cette première année d'épreuve. Quand même, la vaccination, en tous les cas, moi, m'a beaucoup soulagée, m'a vraiment détendue. Aussi dans ma responsabilité de directrice, où c'est à un moment donné se dire on n'est pas responsable de tout, on ne peut pas protéger de tout, protéger le mieux, et encore une fois, protéger, c'est pas forcément dans l'interdiction, quoi. Voilà, donc je reste sur cette réflexion-là. Comment permettre le plus possible, tout en protégeant. Voilà mon expérience de directrice d'EHPAD sur cette année. Et j'ai envie de dire première année Covid. Demain, je pense que la route est encore longue. Voilà, je peux laisser la parole à mon collègue Denis, qui a aussi plein de choses à partager. Merci. Bonjour, Denis Marcel Venot. Donc, j'étais en début d'année encore gériatre hospitalier, donc j'ai fréquenté l'idée de la pandémie, puisque j'ai pas eu l'occasion, et j'en suis ravi, donc d'avoir fréquenté de près le SARS-CoV-2 au cours de cet exercice, mais il n'empêche que les propos que je vais vous tenir sont le reflet quand même de cette première expérience d'effroi. Et depuis le 1er juillet, je suis médecin retraité, et donc 2 jours par semaine, médecin coordonnateur d'EHPAD. Et voilà, donc ce que je vais vous présenter, qui fort heureusement n'est rien de très bien ficelé, parce qu'il aurait été, peut-être que c'était hors de ma portée, mais surtout il aurait été extrêmement malhonnête de tenter de vous présenter quelque chose de bouclé. Ça aurait été bien prétentieux, présomptueux et surtout prématuré, parce que nous manquons de recul, y compris vis-à-vis de la configuration et pas de vacciner. Donc c'est plutôt des partis pris, et même des fois peut-être qui seront un peu provocateurs, parce que je me dis qu'il nous faut trouver individuellement un nouvel équilibre après cette expérience relativement traumatisante, et surtout retrouver un équilibre collectif entre les différentes parties prenantes, les professionnels, les résidents d'EHPAD, les familles, et puis tous les autres acteurs et tous les décideurs. Il nous faut retrouver un équilibre. Donc pour retrouver un équilibre, il faut bien que ça oscille un petit peu d'un côté et ensuite un petit peu de l'autre, pour enfin trouver le point d'équilibre. Et j'aurai notamment à l'égard des professionnels vraiment une insistance pour pencher d'un côté qui m'a paru un peu négligé. Je vais y revenir un petit peu plus loin. Mais en premier, moi, je voulais vous dire ce qui a pu me troubler au cours donc, des 2 expériences successives et différentes.
Donc, concernant les résidents du SLD, d'EHPAD, comme j'en côtoyais dans l'établissement où j'exerçais antérieurement, et donc actuellement les résidents d'EHPAD. Alors, bien sûr qu'ils ont été malmenés, qui irait le négliger. Moi, je trouve que ça a été largement dépeint, décrit, revendiqué dans le sens de s'employer à régulariser les situations. Je dirais que tout a tellement été déjà dit, me semble-t-il, dans ce sens-là, que j'aurais plutôt envie de dire, moi, un élément de surprise sur leur capacité de résistance et aujourd'hui de résilience. C'est vrai que j'ai réalisé rapidement, parce qu'il s'agissait que de l'évidence, et si elle m'avait échappé, ils se sont empressés de me la transmettre. Ils en ont connu d'autres, et des guerres, et des vraies, et des épidémies, et des vraies, ou des conséquences dramatiques sur les familles d'une grippe espagnole ou des plus récentes. Ils en ont connu des sacrifices, des privations, des éloignements. Donc, tout compte fait, c'est vrai que nous a peut-être échappé qu'ils étaient bien plus capables de résister à certaines privations, peut-être même qu'au SARS-CoV-2 lui-même, quoi. Ensuite, moi, je ne peux pas oublier que de nombreux, je serais incapable d'avoir une évaluation numérique, mais ils n'ont pas été rares, ceux qui nous ont remerciés à chaque fois qu'on annonçait ce qui nous était une détestation, à savoir une montée de la digue, c'est-à-dire de la digue de protection. Ça veut dire une nouvelle mesure donc, de sécurité, donc de privation. Eh bien, écoutez, de nombreux, évidemment, parmi les plus compétents sur le plan cognitif, vous en doutez, nous ont félicités, remerciés. D'autres, alors c'est vrai que je ne tairai pas que d'autres ont bougonné, mais moi, m'aura marqué cette appréciation donc de résidents à qui on annonçait vraiment quelque chose d'assez détestable. De même que, et ça c'est bon, c'est une analyse, une évaluation globale qui est déjà bien maîtrisée, les personnes atteintes de troubles psychiatriques sévères, je parle en dehors donc des maladies neurodégénératives, comme dans tous les EHPAD, il y a des personnes qui ont des pathologies psychiatriques lourdes qui ne leur permettent pas donc de rester libre dans la société. Eh bien, écoutez, on a vu des adaptations étonnantes où on a été redouté des décompensations, mais ça, c'est une évaluation qui est déjà bien référenciée au niveau national. À la limite, on le sait bien, le pire, c'est des fois le déconfinement. En tout cas, moi, j'ai été troublé par cette capacité d'adaptation de personnes atteintes de troubles bipolaires pas toujours très bien stabilisés, ou d'autres pathologies, de schizophrénie, etc. Ensuite, et moi j'ai envie de le pointer, je me dirais, pour une fois, donc nous aurons vu une expérience où les sans-familles ont peut-être été privilégiés. Et oui, parce que les sans-familles n'ont pas connu, ma foi, une perturbation aussi gigantesque que ceux qui étaient évidemment très, très en lien avec leurs proches. J'ai envie aussi également, même si bien sûr je n'irai pas contester tous les travaux, toutes les réflexions et toute la recommandation de travailler à un masque plus inclusif, plus accueillant, plus ouvert, j'aurais pourtant la conviction, et cette conviction, il me semble avoir un peu vérifié quand même à plusieurs reprises, que ce masque, donc absolument pas inclusif, pas tout. D'abord, il n'empêche pas de l'enlever quand on est à une distance, voilà, à distance prudente. Je crois que c'est déjà symboliquement, et au-delà de la symbolique, un geste qui ouvre la relation. Et ensuite, j'aurais tendance à... Vous pouvez me permettre la formule qu'il vaut mieux sans doute un soignant avec un masque non inclusif, mais relativement apaisé, qu'un soignant avec un magnifique masque transparent, mais pas très à l'aise dans ses affaires. Voilà, pour autant, bien sûr, je n'irai pas édulcorer, éluder, contester ce que présentait Mme Quéré. Bien sûr qu'il y a eu des pertes de quoi, bien sûr qu'il y a eu des pertes de compétences cognitives, des pertes de morale, pour parler simplement. Bien évidemment, moi, je ne contesterai pas ça, j'en contesterai pas la sévérité, la conséquence sur la réflexion éthique qui doit s'en suivre, mais en même temps, me manquera
et pas qu'à moi, toujours, le comparatif. Qu'est-ce qui se serait passé sans Covid? Il y aurait eu des pertes de poids, de compétences cognitives, de morale, probablement avec un différentiel significatif, mais le différentiel, je ne sais pas. Voilà, donc, et personne ne le saura jamais. Ensuite, et j'en arrive au chapitre où je vais être peut-être le plus provocateur, ou plutôt, peut-être, sait-on jamais, le plus réparateur. Je me dis que nous avons beaucoup entendu les professionnels de santé, du médico-social, du sanitaire, quel courage, quel héroïsme. Nous avons entendu des bravos, des hurrahs. Il me semblerait que uniquement depuis peu, en tout cas je me réfère, bon je vais citer les sources, ma foi elles n'ont rien de détestable, l'émission C'est Politique de dimanche dernier, un article tout frais dans Le Monde. Je crois que depuis peu on est en train de réaliser quand même que les professionnels de santé, quel que soit leur secteur d'activité, y compris les professionnels donc de l'accompagnement à domicile, ont vécu quand même un niveau de stress d'une sévérité qui finirait presque par faire craindre des choses. Par la suite, j'y reviendrai en conclusion de ce chapitre-là. Ces professionnels de santé, moi je les ai vus donc dans 2 établissements, donc dans plusieurs services. Moi je les ai trouvés et je me suis senti parfaitement au milieu d'eux, proche d'un état confusionnel, hein, toutes les fonctions confondues. Alors, et donc oui, c'est vrai que si je me réfère un peu à la définition médicale de l'état confusionnel, vous savez, c'est cette fameuse fluctuation. Oui, parce qu'en fait, il y avait des moments où on était clair, et après on n'était plus clair du tout. Cette espèce de fluctuation qui signifie bien qu'on ne sait pas très bien, on n'a pas de rail devant nous. On est en permanence en train de louvoyer autour d'une ligne de rail qui d'ailleurs nous a échappé. Et évidemment, cette fluctuation, elle était le reflet de recommandations générales, nationales, qui ont bien sûr été affectées de la même perturbation. Et puis il y avait, parce que pour rien de tel pour être projeté dans un état confusionnel, il y avait la perte des repères techniques et pourquoi pas même la crainte ou oui, des repères éthiques, en espérant que pour autant on ne s'est jamais complètement égaré. En tout cas, la remarque la plus courante qu'il me semble avoir entendue et que je retiendrai donc de la bouche des professionnels de santé, mais des professionnels de ces secteurs-là, donc ça inclut les équipes de direction, c'est la phrase, mais cette Covid, elle va nous rendre dingue, la Covid va nous rendre dingue. Donc c'était quand même assez significatif d'un état confusionnel. Hein. D'ailleurs, je pense qu'on était par moment un petit peu dingue. C'est intéressant de réaliser que tout compte fait, les dingues, ils sont beaucoup plus nombreux qu'on le pensait. Quoi. Et puis en plus, il s'agissait d'un état confusionnel. Il y en a qui sont un petit peu sympathiques, c'est pas si souvent que ça, mais il y en a souvent qui sont anxiogènes. Je pense que celui-là, elle était très très anxiogène. Vis-à-vis des résidents, que fallait-il faire hein Donc Mme Quéré, donc là, vous l'a largement déjà présenté, ce terrible dilemme. Hein. Alors sécuriser au risque de malmener un petit peu, être libertaire mais au risque de ce que vous savez, mais aimer surtout ne pas malmener mais au risque de... Vous voyez, c'est donc cette espèce de spirale donc très néologisme, hein, très confusiogène et donc forcément très, très perturbatrice. Parce que contrairement à ce que certains, alors j'aurais pas envie de les nommer, même s'il y a un philosophe bien connu, qui a eu l'occasion avec une publication fabuleuse, récente, sur Montaigne, concernant donc le philosophe Montaigne, certains ont dit, bah, tout compte fait, c'est quand même pas si grave que ça, que des vieux meurent en EHPAD, puisqu'il faut penser quand même à un avenir qui est un avenir quand même plus conséquent en années de vie, celui de la jeunesse. Hein. Mais contrairement à ce que certains, et j'en veux pas particulièrement à ce philosophe que j'apprécie beaucoup pour autant, contrairement à ce que cela susurrait, l'expérience d'un EHPAD Covid+, c'est une authentique abomination. Pourquoi ? Parce qu'il y a la crainte tout à fait objective des décès, donc aucune raison de se réjouir, d'espérer un apaisement. Mais surtout l'expérience, pour l'instant unique dans l'histoire de l'EHPAD français, la mort massive
la mort massive, ça a à voir en effet alors avec la guerre. Alors étions-nous en guerre? Écoutez, dans cette dimension de mort massive, oui, même si moi je suis convaincu que ce n'était pas une authentique guerre, en tout cas il y avait cette dimension de la mort massive. Parce que 2 décès dans la même semaine pour un EHPAD, c'est déjà un traumatisme épouvantable. Et là, des EHPAD, ça n'est pas du tout notre cas. Il n'y a eu aucun décès de la Covid dans notre établissement. Donc je ne suis pas un témoin très pertinent, mais tout le monde sait, bien sûr, qu'il y a eu des taux de décès vraiment très préoccupants dans des EHPAD. Et puis, il y avait pour les professionnels la crainte objective qu'il est hors de question de contester, tellement c'est une vérité absolue, puisque c'est une réalité totale. Donc la surcharge et la complexification du travail, ça n'est pas la même chose de filer d'une chambre à l'autre, même si on prend tout le temps, donc bien sûr, et de bien frapper, de bien attendre la réponse et de bien échanger, mais c'est pas du tout la même chose si on doit s'habiller selon les règles qui s'imposaient. Donc et avec, si vous voulez, d'un point de vue fantasmatique, ce saut quand même dans l'inconnu, quasiment de la fonction de spationaute, sans aucune préparation à la pesanteur, quoi. Les soignants se sont dit, mais on va être projeté comme dans les films de science-fiction ou comme dans les transferts qu'on voit donc à la télévision, où on va se retrouver comme ça, encapuchonné, et on ne sait pas très bien ce qui va nous arriver. Et puis, et c'est peut-être le plus important, et là, comme il y a une dimension personnelle, comme il y a plus que probablement un système de projection, comme disent à très juste titre les collègues psychologues, j'aurai l'honnêteté de vous dire en quoi, en ce qui me concerne, je veux insister sur le fait que s'il faut bien se garder de réifier, de chosifier, de réifier les personnes âgées, et particulièrement celles avec des pertes de compétences, donc atteintes de maladies neurodégénératives, gardons-nous de réifier également les professionnels de santé. Ce ne sont pas des objets, des vecteurs de sacrifice. Ce sont des êtres humains, ce sont donc des mortels comme les autres, et comme ce sont des mortels comme les autres, avant d'être mortels, ils peuvent être porteurs de maladies, de pathologies, et particulièrement à risque vis-à-vis de ce fichu virus, ou vivre avec des proches, donc à risque vis-à-vis de ce fichu virus. Je livre tout de suite le petit encart qui n'est que personnel. Donc, je me préoccupais de moi, j'ai 3 ans, je n'ai pas de gros problèmes de santé, je suis du groupe A, je me faisais juste un tout petit peu peur. Mais je vis de temps en temps avec ma fille, donc 35 ans, qui est trisomique, 21, et obèse. Et comment voulez-vous que je ne craigne pas? Et au début, je me disais, bon, comme toujours, fais très attention à ne pas piloter tes affaires uniquement à partir de tes préoccupations. Mais j'ai très vite découvert que même au sein de l'établissement, il y avait bien sûr d'autres professionnels qui se préoccupaient de leurs proches, authentiquement à risque. J'ai eu les détails après par les affaires de vaccination, mais eux-mêmes porteurs de pathologies à risque. Pas très simple pour une professionnelle que je ne vais pas dont je ne citerai même pas la fonction, d'avoir une bronchopneumopathie chronique obstructive avec emphysème à un niveau de sévérité que médicalement je pouvais donc valider, hélas, comme une situation à gros risque. Mais pas très facile de se dire soyons libertaires, continuons à laisser uniquement la vie s'imposer, la vie se répandre, et cette force de vie suffira pour faire en sorte que la mort n'entre pas. Ensuite, et toujours pour ces professionnels, vous voyez que je m'attarde les concernant, et que cela me semble une contrepartie qui s'imposait. Vis-à-vis donc des familles, expérience tout à fait déroutante pour les professionnels que d'être débarrassé des personnalités toxiques. Et il y en a bien sûr parmi les familles, il y en a aussi plus qu'il y en a aussi parmi les professionnels. On est débarrassé des personnalités toxiques, mais en même temps on est terriblement privé donc du soutien précieux des autres. Alors pour les directions, on a intérêt l'évoquer, mais moi j'ai envie de dire, mais quelle invraisemblance pour donc d'être promu brutalement, précipitamment, avec une délégation, une autorisation que tout le monde m'accordera de formuler, de présenter comme un peu de tous, être en fait projeté, juge d'application des libertés, commissaire de police, et oui, commissaire de police qui a fait rentrer la bête ou qui a vraiment été vraiment pas du tout sérieux ou sérieuse vis-à-vis des mesures barrières.
Donc, quelle perturbation? Comment voulez-vous que ça ne soit pas confusiogène, je me permets encore ce néologisme, pour les directions? Voilà, d'autant plus que si on revient sur EHPAD et Covid, il y avait, et j'espère qu'il n'y a plus, mais sait-on jamais, la perte de la rassurance par la maîtrise technique. Et oui, on ne savait pas trop par où ça allait rentrer, comment ça allait se manifester cliniquement, on ne savait pas trop pendant assez longtemps comment ça se soignait. Même maintenant que cela se sait bien, je ne suis pas sûr que tous les médecins, lors de leur premier exercice auprès d'une personne âgée en EHPAD, Covid+, si vous me permettez cette appellation, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et puis en plus, comme on ne savait pas du tout comment ça allait se présenter, on ne savait pas du tout comment s'organiser, sectoriser, mais alors attendez, on va sectoriser où ça va survenir, ça tombe bien, c'est l'endroit insectorisable. Nouveau néologisme, on n'en était plus à un près dans ces situations. Il est clair que toute cette confrontation, est beaucoup plus confortable après un premier exercice, comme le nôtre, 5 ou avec un doute, 6 sont passés ensuite hospitalisés. Résidents Covid, tous, je suis obligé de l'avouer, mais j'en suis très, très heureux, tous dans le même état de santé qu'ils étaient antérieurement. Évidemment qu'on a beaucoup moins peur qu'un établissement qui a connu un nombre de plus ou moins effarant de décès et qui revoit de temps en temps le virus reprendre un petit peu de la vigueur. Et puis évidemment, je passe rapidement parce que tout le monde le sait, ça, la privation des rituels autour du décès, les traumatismes pour les professionnels autant que pour les familles, et puis jusqu'au délire de l'hypothèse du hublot dans la housse mortuaire. Alors l'éthique dans tout ça, écoutez, moi, par mon expérience antérieure, je savais bien qu'elle avait besoin d'un minimum de sécurité pour pouvoir se déployer. Il se pourrait même qu'on l'oublie en dehors des périodes de pandémie. Donc là, je ne vous dis pas comment on pouvait espérer donc qu'elle perdure. Eh bien, écoutez, je me demande si en fait, contrairement à ce qu'on aurait pu craindre ou ce qu'on a même nous cru vivre, je me demande si en fait ça n'a pas été l'activité majoritaire des professionnels, en dehors des soins de base, bien sûr. Donc en permanence, Madame Quéré le citait bien, est-ce qu'on suit à la virgule près ou est-ce qu'on s'écarte un peu? Mais alors, on le fait pour tous, mais si on accepte pour tous, qu'est-ce qui va se passer? Et alors, si on doit l'accorder à certains, sur quel argumentaire? Vous voyez, donc il s'agissait bien de l'inquiétude éthique omniprésente, même sur une base donc confusionnelle, quoi. Je me demande si on n'a pas été plus que jamais dans une attitude éthique constante. Voilà, le parti pris à l'égard des professionnels de santé pour dire qu'ils ont plus souffert que les médias l'ont transmis, mais même que la nation et que même les responsables, et je m'inclus, voilà, à petite échelle, dans ce lot-là, ne l'ont véritablement identifié. Ensuite, concernant les familles, moi, elles ont été mises à très, très rude épreuve, elles ont su se défendre, elles sont loin d'avoir toujours obtenu gain de cause. Juste, moi, je me permettrai une réflexion dérangeante, mais qui me paraît s'imposer, à savoir que j'ai vérifié à cette occasion ou découvert quelque chose que j'étais censé connaître, l'immaturité constitutionnelle congénitale de notre espèce. On est les seuls à naître immatures et il y a la forte crainte qu'on ait beaucoup de mal à ne pas mourir immature. Et là, j'ai pu vérifier que le niveau de dépendance des familles vis-à-vis de leurs proches en institution, jusqu'à, si vous voulez, des pertes de contrôle, bien sûr, des non-respects de mesures barrières qui étaient vraiment presque grotesques et même clairement grossiers et des fois même provocateurs, et des discours assez abjects en citoyenneté. Qu'est-ce que j'en ai à foutre des autres résidents? Moi, je veux qu'on foute la paix à ma mère. Et je reconnais que sera vraiment malmené le professionnel que je suis, gériatre, qui militait systématiquement pour la règle, pour faire entendre la règle: une famille agressive est une famille agressée par ce vécu d'abandon, ce vécu, enfin redouté comme abandonnique, ou redouté être étiqueté abandonnique de sa part vis-à-vis de son proche. Donc j'ai été déstabilisé
parce que par moment, je me suis mis à haïr très ponctuellement les familles pour après réaliser à quel point il allait falloir, et donc je vais essayer de conclure mon propos, il allait falloir faire vivre l'EHPAD autrement pour ne pas aller trop appuyer sur ce sentiment de culpabilité qui existe très logiquement chez toute famille donc, qui confie son parent à un EHPAD, ce fameux très mauvais placement, très peu rentable à tout titre, hein. Moi, mes propos conclusifs pour l'instant, hein, donc ça veut dire que c'est juste l'introduction d'une conclusion, parce que bien sûr on est loin d'être au bout de notre affaire. C'est donc l'EHPAD comme modèle polyvalent, comme la réponse à tout, comme le supermarché. Donc, belle idée républicaine de faire de l'EHPAD le supermarché. Il y en a dans tous les villages, il est accessible à tout un chacun. Oui, mais tout le monde ne va pas y trouver de la qualité. Je suis pas en train de parler et des directions, et même, je parle même pas que du ratio de personnel, même si tout le monde sait ce qu'il y a à en dire, donc je n'ai pas besoin d'en reparler. Je parle simplement de l'idée, le concept, hein. Le supermarché, donc, qui va pouvoir répondre à toutes les situations, c'est forcément une ânerie, d'autant plus que ces supermarchés-là, comme l'Intermarché ou le Super U, dans les petites bourgades, on le met à l'extérieur du village, ce qui est évidemment une ânerie pour espérer que les résidents restent dans la vie civile. Il va falloir, après cette pandémie, c'est le monde d'après, je ne crois pas du tout à ce que je vais prononcer, sans cynisme, hein, peut-être d'une période de désabusement, mais il nous faudrait en tout cas, donc si moi je n'y crois pas et qu'on m'aide à y croire, peut-être que je vais me réveiller dans le bon sens, il va nous falloir diversifier, il nous faut faire mieux à domicile, parce qu'il soit bien clair que, étant médecin, étant été une dizaine d'années, sur une douzaine d'années, médecin d'équipe mobile de soins palliatifs, médecin d'équipe mobile de gériatrie. J'ai vu des maltraitances à domicile largement aussi honteuses que celles qu'on rencontre en établissement, parce que celles en établissement, on les détecte un peu plus facilement, l'omerta est beaucoup moins opérationnelle. Donc le domicile n'est pas la solution à tout non plus, ça on le savait, donc il faudra bien des intermédiaires, mais bien sûr qu'il nous faudra des petites unités collectives. Donc il y a des modèles dans d'autres pays, bien sûr, on pense le modèle Carpe Diem, hein, au Québec. Il nous faudra la stratégie EHPAD hors les murs est loin d'être inintéressante, et il nous faut regarder de près ce que va donner l'avenir, la suite donc de l'établissement landais dont je n'ai pas suffisamment mémorisé le nom pour me permettre l'appellation détestable de village Alzheimer, mais donc tout le monde voit bien ce dont il s'agit. Je crois qu'il nous faudra vraiment diversifier pour vraiment espérer ne pas trop nous éloigner d'authentiques projets personnalisés, qu'on arrête de parler de projets personnalisés dans des EHPAD de type supermarché. Ensuite, il nous faudra veiller à mieux médicaliser pour pouvoir mieux démédicaliser. Voilà, c'est mon propos final. Je l'explicite un tout petit peu. La médecine donc, qu'on en adresse aux personnes âgées dans notre pays, hein, et encore enfin, tout autant sans doute à domicile, qu'en EHPAD est une médecine réparatrice. Avec peut-être des performances, sans doute, oui, c'est vérifié, en espérance de vie. Mais par contre, avec des performances qui sont très relatives, et voire sur lesquelles on a quelques inquiétudes sur l'espérance de vie sans handicap. Donc il faudrait beaucoup mieux éviter les chutes du corps et les chutes du cerveau que d'être brillant à tenter de réparer les chutes du corps. Ça, on peut y arriver un petit peu, et encore, et espérer récupérer les chutes du cerveau, c'est notre histoire. Donc mieux médicaliser, en arrière-fond, en arrière-plan, pour pouvoir mieux démédicaliser, parce que si toutes ces personnes atteintes de maladies neurodégénératives avec des déclins cognitifs qui limitent leurs expressions pouvaient encore se prononcer, il est très peu probable qu'elles revendiqueraient le système qui est en place. Elles nous demanderaient un petit peu, leur éviter le pire, et surtout leur permettre d'accéder, juste ne serait-ce que ponctuellement, à de l'émerveillement, qui est forcément la seule panacée. Je crois que seul l'émerveillement est universellement, et oui, c'est un des supports de l'universalisme, et l'émerveillement, ça peut passer par la musique, la parole, donc voilà, là où on retrouve dans l'universalisme de véritables recours pour affronter
une période de la vie qui n'est pas du tout confortable. Donc, mieux médicaliser en arrière-plan pour pouvoir mieux démédicaliser la vie citoyenne et au sein des EHPAD et puis permettre de temps en temps d'émerveillement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, docteur. Merci, Madame Quéré. Je rétablis. Voilà, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Donc, il y a quelques observations et questions dans le chat. J'ai essayé de regrouper par thématique pour faciliter les choses. La première, les premières questions, c'est sur le circuit de la prise de décision et après l'information de ces décisions auprès notamment des familles. Donc, Madame Quéré, vous avez insisté sur le fait que vous avez beaucoup échangé de façon collégiale, etc. Est-ce que vous avez inclus également les représentants des familles dans ces discussions? Est-ce que le CVS a été réuni? Comment est-ce que vous avez fait là-dessus? Et ensuite, quelle est la stratégie que vous avez déployée pour communiquer auprès des familles? Parce que avec la cellule d'écoute et de dialogue éthique mise en place depuis l'automne là au sein de l'ERENA, on voit bien que certaines tensions viennent du simple fait que les familles ne se sentent pas suffisamment informées ou impliquées sur certaines dispositions. Je pense que la communication avec les familles a été certainement le point dans lequel j'ai le moins bien travaillé, où en fait on a été très reclus et donc pas forcément, donc plus dans une démarche de fermeture et pas une démarche d'ouverture. On a quand même communiqué via donc une messagerie interne, donc où on informait avec les familles de la situation. J'ai pu diffuser une vidéo pour expliquer aux familles les décisions qu'on prenait. On a pu aussi donc avoir à appeler toutes les familles pour expliquer là où on en était, quelles étaient les dernières mesures. Voilà, mais je pense que en fait cette communication avec les familles, j'ai eu pas beaucoup, en tous les cas plusieurs familles qui me l'ont reproché parce que selon les supports utilisés et les récepteurs, on va dire, ça ne convenait pas forcément. Ça n'était pas forcément la bonne dans certains cas. On a fait ensuite aussi beaucoup d'envois mails pour tous. Et là encore, c'est pas forcément le bon support. L'appel téléphonique a plutôt été bien reçu. Bon, voilà, mais c'est vrai qu'on a cherché à comment communiquer mieux. Avec le CVS, bah, pour être très honnête, c'est le support que j'ai utilisé pour retracer notre expérience de la Covid. C'est un compte-rendu de CVS où je reprenais comme ça le déroulé des différentes étapes. J'ai aussi associé Madame notre présidente du CVS aux décisions qu'on allait prendre. J'en ai discuté avec elle. Euh, c'est vrai que ça fait plus l'objet d'échanges en équipe malgré tout dans toutes les décisions, que des décisions partagées avec les familles. Les membres du CVS famille ont été, je suis en lien très régulier avec eux pendant toute la période et elle a certainement relayé aussi. Mais c'est vrai que c'est quand même, je dirais, quand on s'est fait un retour d'expérience, c'est certainement le point le plus sombre qu'on a eu. C'était compliqué d'être à l'extérieur et à l'intérieur. Enfin, en tous les cas pour moi, c'était certainement pas là où j'étais la plus, comment dire, efficiente. Après, il y avait un sujet autour du circuit de décision. En fait, on a travaillé beaucoup avec l'infirmière coordinatrice, avec donc notre médecin coordonnateur, l'adjointe de direction.
et l'adjoint de direction à ce moment-là pour réfléchir comment on retraduisait en fait en interne les mesures qui nous étaient demandées d'appliquer. Comme je le disais, soit au niveau gouvernemental, soit au niveau du groupe. Et c'est vrai que on a fait de la relecture, on a fait de l'adaptation. Euh, je pense il fallait créer des zones Covid, par exemple. J'ai pas créé de zone Covid. J'ai réfléchi à une zone Covid, mais je trouvais ça tellement compliqué dans l'idée de je vais demander à tout le monde de déménager d'un endroit pour pouvoir accueillir. Voilà. On demandait aux gens qui étaient installés chez eux d'aller habiter ailleurs, hein. Pour moi, c'était un peu ça. J'avais un scénario, on a travaillé un scénario, mais on l'a pas appliqué. Voilà, ça fait partie des choses comme ça où on a réadapté les consignes. Pareil sur les premières visites qu'on a remis en place, hein, c'était des choses où on se disait on peut pas continuer à laisser les familles en dehors de tout, on peut pas laisser les résidents isolés de cette sorte. Je trouvais ça difficile et en même temps beau de voir ces familles qui allaient au pied des fenêtres de la résidence, faire coucou à leurs proches, faire des causeries en douce. Les week-ends n'étaient pas forcément là. Il y avait des rendez-vous secrets, entre guillemets, hein, cachés entre famille et résidents. Bon, enfin bref, euh, on avait quand même, en gardant beaucoup de prudence, quelques libertés comme ça qui s'exprimaient dans cette période de privation entre résidents et famille. Comme le disait le docteur Marcel Venot tout à l'heure, on était vraiment dans cette question liberté, égalité, danger. On fait comment? Tout le temps, on fait comment? Donc voilà, on a réfléchi en codir, on a partagé en équipe et on a essayé de communiquer au mieux aux familles et aux résidents aussi, hein. Je suis intervenue plusieurs fois auprès des résidents pour les informer de la situation via des micros, tout simplement. On a des enceintes dans les couloirs, donc je prenais la parole au micro. Quand on a commencé à réouvrir le restaurant, j'allais auprès des résidents expliquer ce qui se passait. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a eu quand même beaucoup de soutien des familles, malgré toute la tristesse que chacun portait de ne pas voir son proche. On a eu des courriers de remerciements, des arrière-petits-enfants qui nous ont envoyé des dessins. Enfin voilà, ces choses-là qui étaient vraiment très belles euh, dans ce monde de privation. On voit bien la force de l'équipe que vous formez, je pense, avec l'infirmière le médecin la direction, la psychologue, et qui fondent aussi voilà, les décisions et l'explication, l'information que vous en avez faite. Et c'est assez touchant. On constate une interprétation quand même très hétérogène des consignes dans les EHPAD, notamment les dernières recommandations qui sont intitulées assouplissement, mais qui ne sont pas forcément vécues ou interprétées de cette manière partout. Quand il y avait des tensions avec des familles, vous en parliez tout à l'heure, docteur Marcel Venot, est-ce que vous avez réagi au cas par cas en fonction de la situation, ou est-ce que vous aviez mis en place une petite procédure de médiation ou de pour les familles? Nous n'avons jamais eu recours à un dispositif de médiation, même si nous étions totalement rassurés par la présence et un lien historique, oui, avec l'espace de réflexion éthique donc Nouvelle-Aquitaine. Après, donc, moi, imprégné de la recommandation de Roger Gilles, que j'ai fini vraiment par faire mienne, de toute façon, c'est ceux qui sont au pied du mur qui devront s'y coller, quoi, hein.
je me suis dit que de toute façon, on arriverait peut-être toujours à faire face à la situation, même la plus qui semble d'emblée aporétique, voilà, ingérable. Et donc, écoutez, oui, et donc je l'ai exprimé, donc je vais pas me dédire. Nous avons rencontré quelques tensions, mais au bout du compte, il me semble qu'elles se sont toutes apaisées avec des efforts mutuels, des erreurs mutuelles. Moi, je sais que concernant une situation, je me suis tout à fait trompé dans mon évaluation, où une famille donc en mois de décembre, hein, même avant l'échéance donc de Noël, la famille affirmait notre mère va de plus en plus mal, il faut à tout prix que vous nous laissiez aller auprès d'elle. Nous, dans la crainte que cette famille ait des petites tentations, enfin dans notre interprétation que cette famille avait des petites tentations abusives, dans la conviction que cette résidente se dégradait comme elle devait naturellement se dégrader. Vous voyez, je prononce des choses terribles. Je ne voyais pas l'indication et j'avais peur que, parce que tout se sait dans un EHPAD, que bien sûr il y ait des demandes redondantes. Et donc, au moment, heureusement, la famille nous a aidés, m'a aidé particulièrement à réaliser qu'on était dans l'erreur, on a corrigé l'erreur et ensuite il y a eu une relation tout à fait apaisée. Donc, vous voyez, on n'a pas rencontré de situation extrême. Si on en connaît une, mais il s'agit d'une fille qui est atteinte de grands troubles narcissiques, pour ne pas employer le mot le plus à la mode, et donc qui a une personnalité toxique. Mais voilà, nous on l'a identifiée, donc on la laisse faire ce qu'elle ressent le besoin de faire. Donc non, nous n'avons pas eu de recours, à tort ou à raison, à donc des médiateurs extérieurs. Alors je vais me permettre un commentaire ayant été donc ayant été forcément un peu ou même beaucoup médiateur, médecin en tant que médecin de responsable d'une équipe mobile de soins palliatifs, je me suis trop vu penser avoir compris une situation rapidement dans un contexte qui était quand même relativement accessible. Je me demande comment en fait un médiateur pouvait dans des contextes aussi complexes vraiment être plus performant que ceux qui doivent se confronter pour trouver la sortie ensemble. Voilà, donc ça me ramène bien à la réflexion toujours de Roger Gilles. De toute façon, même si un médiateur intervient, il doit laisser l'affaire telle qu'elle est. Parce que donc la solution qui vient de l'extérieur, elle peut être tout aussi épouvantable que celle que cherchera à imposer trop vivement une des parties. Donc moi, je n'ai pas trop de scrupules, même pas de scrupules du tout, à ne pas avoir eu affaire à un modérateur, pardon, un médiateur. Je me permets juste de glisser ce que j'abuse un tout petit peu de mon temps de parole, complémentairement, juste pour glisser. Cette Covid, bien évidemment, Roger Gilles l'a dit tout à l'heure, elle n'est qu'un révélateur. Et donc moi, elle me ramène à, à une conviction forcenée qui devient une revendication forcenée. Il nous faut à tout prix en EHPAD très rapidement, dans les semaines qui suivent ou dans les 2-3 mois maximum qui suivent l'entrée, nous rencontrer résidents, proches, donc pas famille élargie à d'autres proches et professionnels pour parler de la mort. Parce qu'en fait, c'est la seule affaire inéluctable, c'est la seule certitude. Et il nous faut en parler de façon à libérer la parole du président qui sera le plus à l'aise, il ou elle, pour évoquer cette affaire-là, pour pouvoir en exprimer des choses et permettre aux familles de décrocher un soutien qui s'imposerait pour travailler sur l'angoisse abandonnique hein, qui est menaçante dès la décision. Et je crois que la Covid a mis terriblement en tension cet enjeu d'angoisse d'abandon. Madame Quéré, vous parliez tout à l'heure du groupe auquel votre EHPAD appartient et Oui. du rôle que ce groupe a joué, puisque bon, on sait que les EHPAD voilà, ont des organisations des rattachements très, très divers. Donc, il y avait les consignes nationales, il y avait les consignes régionales. Vous aviez par ailleurs des consignes de groupe et vous aviez donc cette interprétation collégiale à faire avec tout ça.
en individualisant éventuellement en fonction des situations des résidents et des familles peut-être particuliers. En quoi ce groupe a été soutenant pour vous? Sur l'aspect logistique et matériel, je me suis occupée de rien. Ouais. Je savais que le groupe, il allait nous produire le matériel dont on a besoin et qu'il savait quel était le matériel dont on avait besoin. Euh, il a aussi, en début de période, il avait à peu près entre une semaine sur les décisions nationales qui allaient arriver. Et ça, c'était aussi quelque chose d'important. Moi, je me suis vue quand même trépigner pendant quasi une semaine avant de prendre une décision, ce qui ne m'arrive jamais, hein. Mais à trépigner, me dire je vais pas, c'est compliqué ce truc-là, je suis pas d'accord avec ça. Et puis, il y avait des compléments sur des mesures nationales qui arrivaient, donc qui réalimentaient ma réflexion et qui m'aidait à me positionner, quoi. Donc ça, le groupe a vraiment été vraiment très très aidant pour ça. J'avais des livraisons de matériel réguliers, mais matériel, les tests antigéniques, on les a eu très tôt, les ICOV, on a eu ça très tôt, des TROD, enfin voilà, du matériel qui nous permettait d'anticiper un cluster dans la résidence, en fait. Voilà. Vous souhaitez toujours être directrice d'EHPAD, Madame Quéré, après tout ça? Je pense que je vais me lancer dans l'élevage d'escargots à la campagne. Ça ira très bien comme ça. Non, mais en tous les cas, je pense que la période qu'on a traversée, moi, je n'avais absolument pas conscience de la souffrance dans laquelle on pouvait être. Je dis moi, modestement, et je pense toute l'équipe, hein, cette conscience de la masse de cette charge-là, elle a pris réellement sens, ou elle est arrivée à moi quand j'ai commencé à souffler avec ce vaccin. Vraiment. Parce que effectivement, ça m'a détendue et on, euh, euh, on parlait de la mort et de ce que ça pouvait impacter euh, avant la Covid, le sens que ça a pris aujourd'hui, enfin, la responsabilité que j'ai, ou la pression que je me suis mise par rapport à ça, était vraiment énorme, énorme, énorme. Et je pense qu'effectivement, on était accrochés à cette situation sur 24, on rendait des comptes 24 heures sur, enfin tous les jours, il y avait la Covid à l'EHPAD tous les jours. La vie familiale est impactée forcément, même si on veut pas ça. Le confinement ne nous a pas aidés. Moi, je suis quelqu'un qui aime rencontrer des gens, les festoyer, tous ces plaisirs qu'on a à côté d'activités professionnelles n'existaient pas non plus, donc on était en boucle en permanence sur cette problématique-là, quoi. Aujourd'hui, je me suis vraiment apaisée par rapport à ça. Reste toujours que j'ai vraiment pas fait le métier pour interdire des choses. Vraiment, c'est pas mon choix. Mon choix professionnel, c'est plutôt le petit bonheur du jour. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour que ce soit sympa? Donc oui, là, c'est vraiment compliqué, quoi. Mais on va repartir sur des projets, sur des trucs sympas. Et c'est vrai que ce qui était beaucoup exprimé, en tout cas auprès de la cellule d'écoute et de dialogue éthique par les familles, c'était cette incompréhension de manque d'humanité dans certaines décisions et consignes et mises en application. Et donc, le décalage entre un espace de vie de personnes vulnérables et l'absence ressentie d'humanité de la part des équipes. Mais c'est très sûr, hein, et j'ai entendu des mots très sévères à mon égard sur les mesures que effectivement, Denis, c'était quoi comment, Mariette, comment, enfin, des termes assez violents en fait qui me blessaient, hein, même si on met de la distance, mais à un moment donné c'est blessant parce que quand même on est très très investi au quotidien. Euh, on, on sait bien que quand on est à la première ligne, donc on reçoit la critique régulièrement. Euh,
Sauf que là, je trouve que ça prend une dimension différente parce qu'on est vraiment dans un engagement qui est au-delà de ce qu'on fait ordinairement et qui va à l'encontre de nos propres valeurs et qui pour autant semble être indispensable à mettre en œuvre. Et ça, c'est compliqué. Et j'ai des familles qui m'ont dit, mais oui, bon, allez, si on allait prendre un coup au café, vous diriez l'inverse. Je peux pas me permettre de dire que je vais dire l'inverse. Je peux pas penser autrement que ce que je fais, ce que je porte à ce moment-là pour protéger les résidents. Docteur, avant de passer la parole au professeur Gilles pour le quart d'heure de synthèse, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui, très brièvement, je ressens le besoin de surenchérir un petit peu par rapport à votre question. Quelle expérience donc pour un médecin coordonnateur que d'intervenir dans un établissement appartenant à un groupe. Alors, oui, ça va. Curieusement, je vis très bien les égratignures idéologiques qui m'amènent à prononcer. Bah, écoutez, qu'il soit bien clair. Moi, je ne peux pas le formuler autrement. En plus, je ne peux être qu'honnête. J'ai fait un exercice donc de l'hôpital public et un exercice donc d'EHPAD privé à but lucratif. En toute objectivité, j'ai eu des données beaucoup plus éclairantes, beaucoup plus rapidement, de la part donc du groupe au sein duquel j'exerce que dans l'exercice autre. Alors, écartons-nous d'une considération idéologique parce qu'elle ne me met pas très très à l'aise pour affirmer qu'il est tout à fait possible de collectiviser et d'être performant dans la transmission d'informations, dans la cohérence de l'information. On n'a pas toujours été d'accord avec les consignes du groupe, hein, c'est comme ça que cela s'appelle, parce que bien sûr il y avait une tentation sécuritaire, on en devine la logique, donc on a toujours essayé de respecter ce qui nous paraissait évidemment protecteur, on s'est permis des tout petits écarts et on n'a pas du tout eu à les regretter. Mais en tout cas, il y avait de la cohérence, de la régularité d'information. Je vais citer bien heureusement le pôle de gériatrie du CHU, tout proche, puisqu'on est dans la même ville, la ville de Poitiers, donc qui a été très très aidante. Pour le pôle de gériatrie qui a été extrêmement aidant, mais quand la Covid est arrivée. Mais antérieurement, c'est vrai que des consignes d'un groupe privé peuvent être, pourquoi dire étonnamment performantes? Non, peuvent être performantes. Voilà, c'est le petit commentaire complémentaire que je voulais me permettre. Comme quoi, il faut être prudent avec l'idéologie et que l'éthique et la qualité du soin doivent primer, bien évidemment. Merci beaucoup à tous les deux. On va passer la parole au professeur Gilles pour une synthèse, une prise de distance et une synthèse par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Merci beaucoup. Merci. Oui, merci pour ce témoignage. C'est vrai que si Aristote disait qu'il n'y a de science que du général, je crois qu'il n'y a que d'éthique que du particulier. C'est dans le singulier des situations et des vies que l'éthique se noue et que l'éthique se déclare. Je crois que on a vu là de manière humble ce que pouvait être une démarche éthique. Une démarche éthique, c'est pas complexe. Ce n'est pas brasser de grandes idées, ce n'est pas évoquer à tout instant des banalités sur lesquelles tout le monde s'accorderait. Il ne faut pas maltraiter, il faut être bien traitant, il faut respecter la dignité de la personne humaine. Je veux dire que ces poncifs nous asphyxient, alors que au quotidien des vies, et nous l'avons bien vécu en ces temps de Covid, l'essence de l'éthique apparaît beaucoup plus simple, enfin tout au moins dans sa racine. Non pas que ces arborisations ne sont pas complexes, mais dans sa racine, l'éthique, c'est penser nos pratiques. Voilà. Penser nos pratiques, et c'est le témoignage que nous avons entendu. Le témoignage entendu, c'est qu'est-ce que je fais? Pourquoi on me demande de faire ça? Quel sens ça a?
comment je peux l'adapter. Alors, c'est vrai que ça n'a pas été vécu uniformément de cette manière et que nous avons pu assister à une passivité ici et là à l'égard de consignes sécuritaires insuffisamment conscientisées et appliquées telles quelles, en ne prenant pas ce recul nécessaire qui pouvait apparaître comme une transgression. Et pourtant, sur un plan éthique, il s'agit d'un devoir. Quelles que soient les recommandations nationales, et elles sont importantes et intéressantes, elles ne peuvent pas vouloir le mal des citoyens. Et il faut sans cesse réfléchir à l'articulation entre le général des recommandations, leur caractère indistinct, le fait qu'elles sont pensées théoriquement, et leur articulation avec la concrétude du réel. C'est un peu ce que nous avons entendu à travers ce que nous ont dit Madame Quéré et le docteur Denis Malcer-Venot. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je pour interdire? Et on saisit là, effectivement, tout à coup, la tentation d'un pouvoir réglementaire, d'un pouvoir sécuritaire qui, au nom d'idéaux qu'on peut agiter comme ça, peut engendrer des souffrances s'il n'est pas sans cesse renvoyé à son retentissement. C'est vrai que dans les détails, on peut apprécier aussi ce sourire à l'égard des transgressions, comme ces familles qui venaient dire coucou, dit Madame Quéré, de loin, parfois d'un peu plus près, qui ont communiqué par l'extérieur et qui pourtant, ici et là, ont été vilipendées, taxées d'irresponsabilité, alors qu'en fait, elles exprimaient leur affection et leur désarroi. Je crois aussi que nous avons pu ressentir, et ceci demandera à être approfondi, le fait que la tension éthique entre les normes sécuritaires et la liberté d'aller et venir, cette tension éthique n'appartient pas qu'au domaine de la raison. C'est vrai que ce concept de liberté d'aller et venir, quand il a été agité au début, certains ont été tentés de dire, mais il s'agit, mon Dieu, d'éléments rationnels. C'est vrai, la liberté d'aller et venir, c'est hérité du siècle des Lumières, le siècle de la raison. Ce qu'a montré le Covid, c'est qu'il y avait bien plus que la raison, que nous sommes des êtres incarnés, c'est-à-dire que nous sommes des êtres de chair et que la liberté d'aller et venir n'est pas une espèce d'ornement rationnel qui est une conquête tardive du siècle des Lumières. La liberté d'aller et venir est une condition essentielle de la santé. Et la phrase très simple que nous avons entendue et qui nous renvoie à cette réalité, c'est « il perdait l'appétit ». Il perdait l'appétit, mais combien a-t-il fallu d'efforts pour faire comprendre ici et là, à travers les saisines que nous avons eues, l'importance de ce constat tout à fait simple. Ils ont perdu l'appétit. Ils ont perdu l'appétit parce que le manque de liberté d'aller venir, le droit instauré d'empêcher de voir les siens, s'il n'est pas approprié, s'il n'est pas intégré, entraîne des souffrances qui s'expriment par le plus élémentaire de notre condition charnelle, c'est-à-dire l'appétit. Et l'appétit porte témoignage symbolique d'un élément qui est beaucoup plus grand que lui et qui est l'appétit à vivre simplement, le désir de vivre qui va avec ce désir de l'appétit. Nous avons pu voir en effet
ici et là combien des préoccupations sécuritaires, par ailleurs nobles et importantes, quand elles ne sont pas pensées au quotidien, confrontées, peuvent considérer comme secondaire euh, cette, euh, cet abandon progressif des personnes à elles-mêmes, se lâcher prise. C'est vrai que nous avons euh, beaucoup évoqué cette pression qui a été mise, ce sentiment de responsabilité des EHPAD, que les EHPAD ont dû porter pratiquement dans la responsabilité de la diffusion de la pandémie. Nous avons pu voir, en effet, ici et là, euh, des directions d'EHPAD se sentir coupables de l'intrusion de cas de Covid, comme si effectivement leur conduite avait été critiquable et comme si finalement l'absence de Covid pouvait être en quelque sorte un classement au mérite des EHPAD. Il a fallu dépenser beaucoup d'énergie pour dire et redire qu'il fallait quitter ces normes-là et que euh, l'application avec une rigueur implacable des normes pouvait effectivement ne pas mettre un EHPAD sous la protection totale du Covid et que les directions d'EHPAD qui avec leurs médecins, coordonnateurs, traitants, leurs équipes, leurs cadres infirmiers, leurs psychologues, essayaient de trouver des solutions médianes, celles-là même ne prenaient pas des risques supplémentaires hormis simplement des risques d'humanisation. C'est pour toutes ces raisons, bien sûr, que le Covid a été une longue épreuve, alors même que les difficultés que nous avons vécues, que vous avez vécues, ont été des difficultés qui avaient pourtant été anticipées, mais qui avaient été anticipées d'une manière très théorique, à tel point qu'on a même entendu dire, mais à quoi sert l'éthique dans ces moments-là? Est-ce que l'éthique, ça peut agir dans l'urgence? Est-ce que l'éthique, alors que l'éthique, c'est tout simple, l'éthique n'est pas une instance de jugement des personnes, l'éthique est tout simplement cette capacité de penser ce que nous faisons et ce qu'on nous demande de faire. Et en tant que citoyen, c'est la noblesse de chacun de ne pas être des exécutants passifs, euh, mais, mais, mais de quêter la compréhension de des actions que nous sommes amenés à poser. En outre, c'est vrai, le mot n'a pas été prononcé, mais il le sera. Euh, Pensons quand même que dans ces EHPAD, beaucoup de malades ont des maladies d'Alzheimer, que c'est une grande majorité. Bien sûr que des personnes âgées, des aînés âgés qui disposent de toutes leurs facultés cognitives ont pu comprendre toutes ces mesures et se les approprier, bien sûr, et les partager. Mais combien oubliés ne comprenaient pas? Ils ne comprenaient pas ce qui arrivait, ils ne comprenaient pas pourquoi ils ne voyaient pas les leurs, ils ressentaient légitimement une sensation d'abandon, ils accusaient d'ailleurs les leurs même de les avoir abandonnés. Je pense aujourd'hui, on ne peut pas vivre la, 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 le vieillissement sans y intégrer cette souffrance particulière à ces malades. Et je pense aussi à ces malades déambulants qui ont posé ici et là tant de problèmes et à l'égard desquels se développait une peur panique qui ne contamine tout l'environnement parce que, évidemment, il s'agissait de savoir comment les empêcher d'aller d'une personne à l'autre. Voilà, bien entendu, ces tensions entre la liberté et la vie, entre la protection et les libertés, entre interdire et autoriser, entre le collectif et le particulier aussi, doit nous renvoyer sans cesse
et de manière permanente à ce devoir de citoyens que nous avons tous, de ne pas pouvoir tout accepter sans broncher. Et ceci n'est pas une critique des recommandations. Ces recommandations sont inspirées par de nobles intentions, mais ces recommandations sont faites de manière théorique et qu'elles ont toujours besoin d'être confrontées à notre pratique et qu'on ne peut pas accepter sans être amené à les comprendre. Des prescriptions, qu'elles émanent d'hygiénistes, d'administration, d'infectiologues, de je ne sais quoi, toutes ces prescriptions sont importantes et doivent être analysées, mais elles doivent être confrontées dans le bilan des risques et des avantages au quotidien du vécu. Alors, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais si cette pandémie a révélé un élément important, c'est bien la place de l'éthique. En dehors des comités qui donnent des prescriptions générales importantes et des réflexions générales, l'éthique aboutit toujours à la personne humaine. Voilà. Et en matière de vieillissement d'aînés, de nos aînés, elle aboutit toujours à la famille, au groupe, à ces familles qui ont souvent été taxées d'indisciplinées parce que elles sentaient bien que leur capacité d'affection était chavirée, que leurs proches allaient de plus en plus mal. Je crois que cette révélation, elle est là. Et si demain, il y a un message, il est beaucoup réfléchi, c'est réfléchir à cette nécessaire déconcentration de l'éthique au plus près des citoyens. Ce serait rejoindre la vocation initiale de l'éthique, qui est d'être au plus proche de chacun dans les moindres structures. Comment vivre en réseau cette réflexion? Nous sommes heureux d'entendre des prescriptions qui viennent de l'UNESCO, de l'OMS, des comités d'éthique nationaux ou européens, mais nous avons surtout besoin de voir comment ces prescriptions peuvent s'articuler dans le quotidien de nos vies. Aujourd'hui encore, et je terminerai juste par cela, en réalisant bien l'incomplétude de ces discours spontanés, je voudrais simplement adresser une supplique de grâce, de grâce. Il y a eu des prescriptions d'assouplissement dans les EHPAD. Et actuellement, à la cellule d'écoute et de dialogue éthique, nous sommes assaillis de situations de détresse parce que ces prescriptions d'assouplissement sont trop laissées à des appréciations personnelles. Il faudrait aller davantage de l'avant. Comment empêcher aujourd'hui encore des rencontres dans les chambres de personnes doublement vaccinées? Mais alors, à quoi tout cela aurait-il servi dans ces ouvertures qui ont été faites? Et on peut les louer. Il y a tellement de conditionnels, tellement de possibilités dites ouvertes. On demande à chaque établissement de tenir compte du poids épidémiologique. Enfin, vraiment, je crois qu'il faut que l'on renoue avec une dimension d'humilité et d'humanité à côté de données générales qui finalement peuvent ressembler parfois à ce qui est appelé le quadrille des lanciers, 3 pas en avant, 4 pas en arrière, ou même 3 en avant, 3 en arrière. On a l'impression d'avancer et puis nous stagnons. On a parlé tout à l'heure de médiation et bon, c'est vrai que je suis tout à fait en résonance avec ce qui a été dit par l'équipe de l'EHPAD et le docteur Denis Marcel Venot.
nous avons créé, à la demande de notre agence régionale de santé, une cellule d'écoute et de dialogue éthique, et nous ne voulons pas être une cellule de médiation. Une cellule de médiation, c'est une cellule, ce sont des gens qui peuvent trouver une solution négociée. Là n'est point notre objectif. L'éthique n'a pas ses pouvoirs, l'éthique n'a pas de solution. L'éthique, elle peut qu'agiter des problématiques. Réfléchissez plutôt ceci, plutôt cela, et parlez-vous. Retrouvez le sens du dialogue. Je pense que c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui essentiellement. Les temps des médiations viendra un jour, mais à la cellule d'écoute et de dialogue éthique, ce que nous essayons de promouvoir, c'est simplement un travail de distanciation, que notre présence vous aide à vous parler, vous famille, vous direction d'EHPAD, vous médecin coordonnateur, vous infirmière référente, vous ou infirmier référent, vous psychologue, retrouvez ce sens du dialogue pour cheminer ensemble vis-à-vis finalement de cette valeur fondamentale que nous avons tant oubliée en ces temps de Covid. Et cette valeur fondamentale, c'est sans doute la fraternité. Au-delà de la liberté, euh, au-delà de l'égalité, c'est la fraternité, la dernière venue des grandes valeurs qui compte, qui est importante. Et je pense que si le siècle des Lumières s'est beaucoup méfié de la bienfaisance normative de celle qui veut imposer nos modèles, eh bien, ce siècle des Lumières a eu raison, parce que pour nouer l'autonomie et le bien que nous devons les uns et les autres, il faut passer par cette horizontalité de la fraternité et non pas par la verticalité de la bienfaisance. La fraternité est sans doute ce d'aujourd'hui, dont nous avons le plus besoin. Voilà, j'ai dépassé de quelques minutes, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ce dépassement. Merci à tous et à toutes d'avoir été présents. Nous avons tous bien conscience d'avoir été très incomplets, mais nous n'avons pas voulu commencer par de grands principes, de grandes théories. Ce sont ces témoignages qu'il nous faut poursuivre pour arriver à entrer dans le vif du sujet et par un processus qui irait de bas en haut, bottom-up, pas de haut en bas, pas top-down, mais de bas en haut, d'essayer de réfléchir au sens profond de nos actions, mais surtout cette fois, pas en partant du haut, mais en partant de notre pratique. Parce que ce qui nous rassemble, peut-être aujourd'hui, la majorité d'entre nous ici, c'est le fait d'être immergé dans l'action quotidienne. Et c'est cette action seulement qui doit avoir sens. Alors nous allons continuer ces échanges. Vous serez prévenus, nous avons besoin de témoignages des familles, nous en avons tant entendu. Nous avons besoin aussi d'autres témoignages que nous ajouterons progressivement les uns aux autres. Merci Denis Marcel Venot, merci Madame Quéré pour votre témoignage, merci à Biliali pour l'organisation, merci à l'équipe de l'ERENA du site de Poitiers qui m'a aidé à mettre au point cette réunion. Merci surtout à vous tous qui nous avez fait l'honneur de nous écouter. C'est une grande chance que nous avons aujourd'hui de partager dans la simplicité et j'espère que nous nous reverrons. Je vous souhaite à tous un bon après-midi et une bonne fin de journée. Au revoir à tous. Merci encore.